Bonjour, à l'occasion de cette nouvelle année, je vous propose une séance de sophrologie histoire de s'engager sur la voie du bonheur à la façon dont André Comte-Sponville le conçoit. Comme pour les séances précédentes, je vous propose cette photographie comme point de départ, photographie qui n'est bien sûr qu'une suggestion et vous pouvez tout à fait imaginer votre propre image du bonheur. Comme à chaque séance de sophrologie, la seule consigne est de vous installer de façon confortable, de manière à pouvoir vous relaxer à votre rythme, de manière à vous poser tranquillement. Et d'ailleurs, tranquillement, si vous avez trouvé une position agréable, eh bien, je vous propose, si c'est confortable pour vous, de laisser vos yeux se fermer, de laisser votre regard se déplacer de l'extérieur sur l'intérieur, de laisser votre regard se déplacer de l'environnement à vous-même et ainsi, à votre rythme, votre regard s'est tourné sur vous-même et à votre rythme, vous laissez votre regard intérieur parcourir votre corps en partant de la région des pieds où votre regard s'attarde sur les appuis de vos pieds, les ressentis des appuis des pieds et ensuite un peu plus haut, les appuis à hauteur de la région des mollets, et enfin les appuis à hauteur des cuisses, si bien que votre regard finalement englobe les appuis de vos deux jambes qui se posent davantage, qui se relaxent, et votre regard qui poursuit son chemin et qui se porte à présent sur votre bassin, sur les appuis de votre bassin et votre regard des appuis de votre bassin continue son déplacement et se porte un peu plus haut sur les appuis qui existent au niveau de la région abdominale. Et enfin un peu plus haut, à hauteur de la région thoracique. Et à nouveau, vous prenez le temps d'apprécier les appuis de toute cette région du tronc, en les englobant d'un seul regard avant de poursuivre avec l'exploration des appuis de vos bras, exploration des appuis des premiers segments des bras, puis des avant-bras, puis des mains, des épaules jusqu'au bout des doigts, vous avez conscience des appuis de vos deux bras, du bout des doigts jusqu'à vos épaules, vous englobez d'un seul regard les appuis de vos deux bras et vous laissez votre regard se porter sur votre cou, sur votre tête. Et vous accueillez les appuis situés au niveau de votre cou et de votre tête, et même plus largement, vous accueillez à présent les appuis de tout votre corps et vous prenez conscience du fait que votre corps s'est posé tranquillement, à son rythme. Vous prenez conscience de votre corps relaxé, votre corps relaxé, d'une relaxation que vous pouvez peut-être percevoir dans votre respiration calme et posée. Une détente que vous allez installer plus profondément. D'abord au niveau de votre tête, en sentant très simplement que votre tête tout entière se pose, en sentant que l'arrière de votre tête est relaxé, comme les côtés de votre tête, comme le sommet de votre tête, et puis bientôt comme votre visage. Conscience de la relaxation qui s'installe à hauteur de votre front, qui s'étend à la région de vos yeux, jusqu'à vos tempes. Conscience de la détente de votre nez, de vos joues. Conscience de la détente de votre bouche, du bas des joues, du menton. Conscience de la détente de tout le bas du visage et de la détente de l'ensemble de votre visage. Une détente de votre visage qui s'étire à présent en direction de votre cou, avec votre gorge qui se relaxe, votre nuque qui se relaxe à son tour. Cette détente de votre tête, de votre cou qui continue son extension en direction de vos épaules. Vos épaules se relaxent, vos bras font de même.
si bien que vous percevez que tous les muscles de vos bras se relâchent, les muscles du premier segment des bras, tout comme les muscles de vos avant-bras, tout comme les muscles de vos mains qui se relaxent à leur rythme et qui sont maintenant posés d'une détente très agréable qui s'étire à partir de vos bras relaxés vers votre tronc et conscience de cette détente qui arrive au niveau de la région du tronc à hauteur de la région thoracique pour progresser en direction de la ceinture abdominale. Et vous prenez conscience de cette détente qui s'étire du buste vers l'abdomen jusqu'à votre bassin, si bien que finalement c'est toute la région du tronc qui est relaxée, qui est détendue, d'une détente qui gagne maintenant vos jambes, vos cuisses se relaxent, la région des mollets fait de même, et enfin vous sentez la détente qui gagne la région de vos pieds, et vous avez conscience de vos pieds qui se posent, relaxés. Et finalement, avec la détente de vos pieds, vous percevez plus globalement la détente de vos deux jambes, la détente de vos deux bras, la détente des régions axiales, le tronc, le cou, la tête. En fait, vous percevez avec plaisir la détente de tout votre corps, du bout des pieds au bout des doigts jusqu'au sommet de votre tête et vous accueillez cette détente avec plaisir, tranquillement. Et puis, tout aussi tranquillement, dans cet état de détente agréable, dans cet état de détente tout à fait plaisant, je vous propose de prendre le temps pour réfléchir sur le bonheur. Le bonheur qui est probablement l'état vers lequel chaque humain tend. Le bonheur qui est la raison des actions de chaque humain. Le bonheur que l'on peut aussi qualifier de vie heureuse et qui se retrouve dans la sagesse elle-même, qui est une certaine forme de bonheur, la sagesse qui n'est pas une illusion, qui n'est pas non plus un divertissement, mais justement qui émerge plutôt d'un certain rapport à la vérité, justement un certain rapport à la vérité, cette vérité d'où naît la joie, cette vérité d'où naît la béatitude. Conscience donc de cette sagesse qui est un bonheur vrai. Conscience de cette sagesse qui est une vérité heureuse. Conscience de cette sagesse qui éclaire le chemin vers le bonheur à travers la lucidité. Et conscience de ce but qu'est le bonheur. Conscience de la vérité qui donne le chemin, car l'essentiel est d'être honnête avec soi-même. Vous prenez conscience de cette sagesse qui éclaire, une sagesse très simple, une sagesse accessible, celle qui offre tout simplement la possibilité, lorsqu'on se dit qu'on a tout pour être heureux, eh bien d'être effectivement heureux. Cette sagesse très simple de savoir vivre la vie. Cette sagesse qui nous permet de savoir vivre la vie alors qu'il est encore temps. Cette sagesse de savoir vivre la vie alors que nous sommes vivants. Cette sagesse qui nous apprend simplement à vivre pleinement. Et pour comprendre justement ce qui nous manque, ce qui peut nous manquer quand nous sommes dans une situation où nous avons tout pour être heureux et que nous ne le sommes pas, eh bien nous pouvons partir du désir. Nous pouvons partir du fait qu'il est souvent dit qu'être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Et finalement, qu'être heureux, c'est avoir ce qui manque. Or, c'est là un nœud du problème. Puisqu'effectivement, si être heureux, c'est obtenir ce qu'on désire, comme ce que l'on désire et ce qui manque, ce que l'on n'a pas, eh bien, il est impossible d'être heureux, puisque dès que l'on obtient ce que l'on désire, ce qui est obtenu étant là, à présent, eh bien, on ne le désire plus et cela ne nous manque plus, et on ne le désire plus.
Et nous pouvons prendre conscience du fait qu'une incapacité à être heureux vient de ce fait, du fait de désirer ce qui manque, qui est un désir qui fait souffrir, qui génère de la frustration puisqu'il porte sur ce que nous n'avons pas. Et nous pouvons aussi prendre conscience du fait que cette incapacité à être heureux découle aussi de l'ennui, de ce qui ne manque plus, qui fait souffrir puisqu'on ne le désire plus. Un ennui qui pousse à désirer autre chose, qui manquerait, et qui fait souffrir à nouveau. Finalement, une sorte de fuite en avant perpétuelle s'installe. Donc, conscience du fait que si le bonheur est désir et si le désir est manque, le bonheur sera toujours manqué, puisque dans ce cas, nous souffrons alternativement du fait que nos désirs ne sont pas satisfaits. Nous souffrons donc d'une frustration, puis nous souffrons du fait que nos désirs sont satisfaits et nous souffrons alors d'un ennui. Conscience donc du fait que cette incapacité à être heureux vient de cette alternance entre frustration et ennui. Et conscience du fait qu'il est alors possible de parler d'un piège. Ce piège, c'est celui de l'espérance. Ce piège réside dans le fait d'espérer ce que l'on n'a pas. Mais cependant, remarquons la chose suivante. Remarquons qu'entre ces extrêmes, c'est-à-dire l'espoir de combler un désir qui manque et qui cause de la frustration, et puis d'autre part le désir, le manque comblé qui ouvre sur l'ennui, eh bien, remarquons qu'entre l'espoir d'être heureux et le bonheur manqué existe la joie et le plaisir qui résident dans le fait de désirer ce qu'on a, qui réside dans le fait de désirer ce qu'on fait, et qui réside également dans le fait de désirer ce qui ne manque pas. Donc le premier piège est de confondre désir et espérance, qui peuvent être liés mais qui sont différents. Si toute espérance est un désir n'est pas forcément une espérance. Alors que nous sommes relaxés et détendus, par exemple, eh bien, nous n'espérons pas être relaxés et détendus puisque nous le sommes. Mais il est possible de dire que c'est un état que nous désirons puisque nous sommes effectivement relaxés et détendus sans y être contraints. Nous désirons alors ce qui ne nous manque pas. Et nous expérimentons donc à ce moment-là un bonheur qui n'espère rien. Et il est possible de dire que l'espérance est le désir de quelque chose qui manque, quelque chose que l'on n'a pas, et que dans ce sens, l'espérance revient à désirer sans jouir. Pour envisager le deuxième piège, remarquons que si l'espérance peut porter sur le futur, elle peut porter aussi sur le présent, comme lorsqu'on se dit « j'espère qu'il y a du chocolat dans le placard ». Et puis l'espérance peut aussi porter sur le passé, comme lorsqu'on se dit « j'espère que les courses ont été faites ». Cependant, nous ne pouvons espérer être détendus quand nous le sommes, comme nous ne pouvons espérer avoir commencé cette séance de relaxation, puisque nous l'avons effectivement commencé. Nous ne pouvons espérer ces éléments-là, car nous savons que nous sommes relaxés et que nous avons commencé cette séance de relaxation. Dans ces deux cas, le savoir est là. Par contre, nous pouvons espérer qu'il y ait du chocolat dans le placard ou que les courses aient été faites, car nous n'en savons rien, car nous sommes dans l'ignorance, cette ignorance qui nous pousse à espérer. Et concernant ce deuxième piège, nous pouvons dire que l'espérance est donc un désir qui ignore s'il est satisfait, un désir qui ignore s'il a été satisfait ou s'il le sera. Et en ce sens, l'espérance, c'est désirer sans savoir. Ainsi, nous n'espérons jamais ce que nous connaissons, ce que nous savons, et nous ne connaissons jamais ce que nous espérons, si bien que l'espérance et la connaissance ne portent jamais sur le même objet. Pour saisir le troisième piège, rendons-nous compte que nous ne pouvons espérer bouger telle ou telle partie de notre corps, car nous savons très bien que nous en sommes capables. Il s'agit simplement de le vouloir, c'est une question de volonté, et la volonté est un désir dont la satisfaction ne dépend que de nous.
Ainsi, si nous ne pouvons espérer bouger une partie de notre corps, car nous savons que nous pouvons la bouger, nous pouvons nous rendre compte que nous pouvons en revanche espérer que le reste de la journée se passe sans dérangement. Nous pouvons l'espérer car cela ne dépend pas de nous. Et en ce sens, nous pouvons dire que l'espérance, c'est un désir dont la satisfaction ne dépend pas de nous, et que l'espérance revient à désirer sans pouvoir. Nous n'espérons finalement que ce qui ne dépend pas de nous. Si nous pouvons faire, alors nous n'espérons plus, nous faisons. Il suffit simplement de vouloir. Dans ce cadre, espérer, c'est premièrement désirer ce qu'on n'a pas, donc désirer sans jouir. Deuxièmement, espérer, c'est désirer quelque chose sans savoir si ce quelque chose pourrait être satisfait, c'est donc désirer sans savoir. Et troisièmement, espérer, c'est désirer quelque chose dont la satisfaction ne dépend pas de nous, c'est donc désirer sans pouvoir. L'espérance n'est donc pas une force, mais une faiblesse, et le sage n'a que faire de l'espérance, car il ne désire que ce qu'il a, et en cela, il en jouit, il éprouve du plaisir, et il y a de la joie au plaisir. D'autre part, le sage n'a que faire de l'espérance, car il ne désire que ce qu'il sait, il ne désire que le réel et non pas l'irréel, la connaissance, il est un connaisseur au double sens de celui qui connaît et aime, de celui qui apprécie la vie, et il y a de la joie dans la connaissance quand on aime la vérité. Et enfin, le sage n'a que faire de l'espérance, car il ne désire que ce qui ne dépend que de lui. Il peut, il agit, il fait. Il veut ce qu'il fait ce qu'il veut, et il y a de la joie dans l'action. Ainsi, plaisir, connaissance et action se passent tout à fait de l'espérance. Et on est d'autant plus heureux qu'on n'espère rien. On n'espère pas être heureux quand on l'est déjà, tout simplement. On espère que quand on craint quelque chose, car l'espérance et la crainte sont les deux faces d'une même pièce. Le contraire d'espérer n'est donc pas craindre. Le contraire d'espérer, c'est jouir, c'est savoir, c'est pouvoir. Et tout cela, jouir, savoir, pouvoir, eh bien, c'est le bonheur qui existe au présent. C'est le bonheur en acte et non plus le bonheur manqué. C'est le bonheur en acte et non plus le bonheur en espoir ou le bonheur espéré. Ainsi, le sage est désespéré au sens où il n'a pas d'espoir. Le désespoir du sage n'est pas du tout la tristesse, au contraire, c'est l'absence d'espérance, c'est un gai désespoir. Le désespoir du sage vient du fait qu'il n'a plus rien à espérer car il est heureux. Heureux car rien ne lui manque, et car rien ne lui manque, eh bien il est heureux. Heureux car il n'espère rien. Le sage n'a pas de crainte. Il est dans la béatitude, car la vérité lui suffit et le comble. Il est dans la béatitude car il est désespéré, et ainsi désespoir et béatitude sont les deux faces d'une même pièce. Le sage n'est plus torturé par l'espoir, le sage est heureux parce qu'il est désespéré, et le désespoir est le plus grand bonheur. Le désespoir ouvre sur la sérénité et sur la joie. Encore une fois, ce désespoir n'est pas la tristesse, c'est le gai désespoir de celui qui n'espère plus rien, car le présent lui suffit et le comble. Le sage ne désire rien d'autre que ce dont il jouit, que ce qu'il sait et que ce qu'il peut. Il ne peut pas tout, il ne sait pas tout, et il peut avoir mal quelque part dans son corps, mais il ne désire plus rien que le réel auquel il appartient et qui est, par définition, toujours là, et donc il ne manque jamais de rien, si bien que son désir est toujours satisfait. Sa joie est pleine, il vit le bonheur et l'amour. Le sage a appris à désirer ce qui est, il a appris à aimer. Le sage est sage non pas parce qu'il a renoncé à sa folie, mais parce qu'il a travaillé et développé sa sagesse, autrement dit, sa puissance à aimer, à connaître et à agir. La sagesse donne le cap, et sur le chemin nous vivons des moments de sagesse comme des moments de folie. Le bonheur s'expérimente simplement,
en espérant un peu moins et en aimant un peu plus, en espérant un peu moins et en connaissant un peu plus, en espérant un peu moins et en agissant un peu plus. Et vous prenez conscience de tous ces éléments que vous venez de parcourir, de tous ces éléments que vous laissez tranquillement s'inscrire en vous, tous ces éléments concernant la sagesse, concernant le bonheur, vous pouvez les laisser s'inscrire en vous. En tout cas, vous prenez tout ce qui peut contribuer à votre bien-être dans tout ce que vous venez de vivre et vous laissez s'inscrire ces éléments en vous à votre rythme. Vous accueillez tous les éléments qui pourront vous servir de point d'appui pour avancer, pour tout simplement vous sentir bien dans le bonheur. Et puis, une fois ces éléments accueillis, eh bien, vous pouvez à nouveau tourner votre regard sur votre corps, sur les sensations de détente de votre corps, cette détente que vous avez installée en vous. Et vous accueillez justement vos capacités à installer en vous la détente, à installer le calme intérieur et la sérénité en vous-même. Et puis tranquillement, à votre rythme, eh bien, je vous propose de vous préparer à faire votre reprise, c'est-à-dire je vous propose à retrouver votre état d'éveil habituel, donc toujours les yeux fermés. Pour débuter ce retour vers votre état d'éveil, eh bien, vous pouvez simplement vous reconnecter au lieu dans lequel vous êtes en ressentant à nouveau les appuis de tout votre corps et puis progressivement, en ressentant les appuis de votre corps, vous sentez que vous vous reconnectez à votre environnement, cet environnement dans lequel vous êtes et que vous pouvez, même les yeux fermés, voir mentalement et vous sentez qu'en revoyant le lieu dans lequel vous êtes mentalement, vous sentez que vous vous éveillez davantage, toute votre énergie d'éveil revient doucement mais sûrement. Et puis vous pouvez aussi réentendre tout l'espace sonore dans lequel vous vous trouvez et cela aussi vous permet de retrouver davantage votre énergie d'éveil et peut-être que tout cela vous donne envie de vous étirer, d'étirer les bras, les jambes, de bâiller, de faire quelques grandes respirations dynamisantes. Et si vous estimez que vous êtes de nouveau éveillé, que toute votre énergie d'éveil est de nouveau là, et bien si ce n'est déjà fait, vous pouvez prendre le temps pour ouvrir à nouveau vos yeux et vous connecter pleinement à votre environnement. Et avec toute votre énergie, eh bien, je vous laisse retourner à vos occupations, à votre bonheur et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de sophrologie.